Cet artiste de Baie-Saint-Paul, diplômé en graphisme et en art, a une quarantaine d'années de production artistique professionnelle à son actif. Peintre, sérigraphe, sculpteur, graveur et artiste du cartonnage, il a réalisé plusieurs expositions solo et a participé à de multiples collectifs qui se sont déroulés tant au Québec, aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Artiste authentique et sincère, il met toutes ses techniques au service de sa créativité où des œuvres esthétiques, originales et atypiques allient figuration et géométrie. Ne craignant pas de sortir du cadre, il est bien connu dans le domaine de l'estampe et s'est mérité par son travail la reconnaissance de ses pairs ainsi que plusieurs distinctions. C'est donc avec un grand plaisir que je rencontre aujourd'hui à TVCO M. Jacques Hudon. Alors bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Merci d'être là aujourd'hui pour qu'on en apprenne plus sur toi. Le voile ne sera pas levé trop haut, j'espère. On espère l'enlever au complet, te dénuder. Comme on sait, ben, les gens ici de la région connaissent déjà ton nom comme artiste, mais on ne te connaît pas tant comme personnalité. Donc là, on a envie de te découvrir. Premièrement, Jacques, comme je commence toujours, de quel milieu tu viens? Commençons par le début. Bon, moi, c'est un milieu très simple. Je veux dire, on était une famille, le père, la mère, les 3 enfants, tu sais, puis ça a toujours bien fonctionné entre nous autres, les enfants. On s'est toujours bien entendus, puis les parents aussi. Ce qui est curieux, c'est que mon père venait du Lac-Saint-Jean, puis ma mère venait de Port-Neuf, puis on n'a jamais su comment ils se sont rencontrés. Ça, c'est des photos de mes grands-parents. Mon grand-père, ma grand-mère, mais du côté de ma mère. Parce que ma grand-mère est morte à la grippe espagnole, puis le 25 décembre d'ailleurs. Ma mère avait 7 ans, donc je n'ai jamais connu mes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre. OK. Ça me manque. Quand je vois des gens avec des grands-parents, je dis profitez-en de vos grands-parents, tu sais, c'est important de tout ça. Fait que, puis mon père, c'était pas quelqu'un. Ma mère, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Elle était très sociable. OK, mais je comprends pas de sa vie privée, vu que vous ne savez même pas comment elle a rencontré votre père. Non. Il y a plein de mystères qui sont restés du côté de mon père, qu'on ne sait pas trop. Parce que aussi, il était le dernier de la famille, le plus jeune, de 21 grossesses. Oh, Ce qui veut dire que tous les autres avant, là, c'était tous beaucoup plus vieux. J'ai connu, moi, 2 ou 3 de mes oncles et tantes, c'est tout, du côté de mon père. OK. Du côté de ma mère, je les ai tous connus. Je suis encore en relation avec des cousins et des cousines. Puis là, j'ai repris les relations avec mes cousins et cousines du Lac-Saint-Jean. Ça va bien. Ah, Ça. Moi, je suis né sur la rue Saint-Joseph, sur la rue Fafard, excusez. OK. On est venu sur la rue Saint-Joseph après. Sur la rue Fafard, la deuxième maison après l'ancienne entrée de l'hôpital, là, quand on allait à l'urgence, là. oui. Il y a une grosse maison canadienne, là. Puis la deuxième maison, là, c'est là que je suis venu au monde. OK. À ce moment-là, mon père a travaillé pour les petites franciscaines. OK, il faisait quoi? Il était agronome pour les petites franciscaines. Donc, il s'occupait des vergers, de toutes les tables, tout ça, les animaux, les jardins, tout ça. Il était agronome pour tout ça. OK, donc là, on ne parle pas d'agriculteur, on parle vraiment Non, c'est un d'un vrai agronome. métier. Là. Il avait été à Oui. l'université et tout, Oui, votre oui, c'est père, ça. là. Il y avait un bac en agronomie, puis il a travaillé en agronomie. Puis nous autres, c'est devenu, vu qu'on a déménagé après, dans l'autre maison qui est sur le bord de la rue, cette maison-là, Ah, la si jolie maison. qui mérite gérante. d'être conservée, hein, parce que c'est une architecture assez particulière, qui est la seule dans Charlevoix. Puis l'intérieur est assez particulier Ah aussi. oui? Ouais, c'est une maison magnifique Quelle belle maison. qui mérite d'être conservée. Et elle a passé un cheveu d'être démolie, mais il ne faut pas que ça démolisse. Ouais, c'est celle à l'entrée de la rue de C'est l'Hôtel ça. Germain. Là. Je suis à côté Ah, du oui, Germain. je la connais. Puis on a passé quelques années là aussi parce que les maisons appartenaient aux religieuses. Ah, Donc, ils les louaient à leurs employés. donc cette maison-là était aux Petites Ouais, Franciscaines. toutes les maisons étaient aux petites franciscaines. OK, Puis c'est nous bien autres, comme on fun. avait un grand terrain en avant de la maison, c'était le seul du coin, ça fait qu'on ramassait toujours tous les enfants pour jouer au drapeau, jouer au ballon prisonnier, jouer à ça. Ça se passait toujours chez nous. Puis en avant, là, il y avait des familles qui avaient 3 enfants, 4, 5 enfants. Ça fait que ça se ramassait tout chez nous. Nous autres, c'était C'était le point terrain de jeu. central. Ah oui, C'est le terrain de jeu pour tout le monde. c'est donc une belle enfance, si je Ah comprends oui, bien. puis là. on allait sur la plage aussi, on allait beaucoup sur la plage. oui. Puis même, il y avait une sœur de ma mère qui demeurait à New York, puis à New York, l'été, c'est épouvantable. Hein. Fait qu'elle venait avec ses 2 plus jeunes enfants, elle venait passer une partie de l'été chez nous.
Donc, chez vous, c'était Ouais. un endroit où les gens se réunissaient. Oui, nous autres, c'est un endroit de réunion. Puis quand la parenté, quand ils venaient, ils se donnaient le mot, puis ils venaient chez nous. OK? C'était vraiment ça. Puis quand mon père a eu un emploi du côté du ministère de l'Agriculture, comme agronome, ça s'appelait le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Oui, beau titre. Oui, mais dans ce temps-là, il y avait de la colonisation en Abitibi, au Lac-Saint-Jean et tout ça. Ah Donc, oui, c'est vrai. c'était le ministère qui supervisait tout ça. Donc là, à ce moment-là, on ne pouvait plus rester dans la maison des religieuses, des petites franciscaines. Donc là, on a déménagé sur la rue Saint-Joseph. Ça, c'est devant ma maison où je suis venu au monde avec mon père. Oh, J'aime bien cette photo-là. elle est magnifique, les petites mains dans les poches. Oh. Ben, ça, c'est vraiment où je suis né, à la maison où je suis né. Là, moi, je connaissais ton frère aussi, qui était mon professeur de musique au secondaire. Toi, qui es un artiste, est-ce que tes parents étaient des artistes? L'art, ça arrive comment? Non, je sais que chez ma mère, il faisait beaucoup de musique, du chant et de la musique. Mon grand-père il avait un magasin général et il était bedeau à l'église. Oui, 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 Il oui. s'occupait de la chorale aussi. Donc, j'avais une de mes tantes qui était organiste. Donc, la musique chez mon grand-père, c'était présent tout le temps, tout le temps. Mais pas tant chez vous. Oui, parce que ma mère, quand le soir, on s'assoyait sur son lit, puis elle sortait les vieilles chansons françaises qu'elle avait sur des feuilles de musique, puis là, on chantait ensemble. Oh, c'est beau, Les chansons, ça. les bonnes chansons et tout ça. Donc, la musique a quand même été, chez nous, importante. Ah, Moi, j'avais aucun talent là-dedans. C'est mon frère qui est petit. ben, En musique. c'est en ça, musique. parce que là, on Moi, ne j'ai peut eu pas d'autres dire que choses. tu es dénué de J'ai talent. eu d'autres choses. Justement, toi, les arts, ça arrive comment? Ça a toujours été, je me suis toujours amusé là-dedans. C'est comme un peu tout le monde qui fait de l'art. Je dis, ben, moi, je commençais à m'intéresser à ça tout jeune. Mais j'avais toujours des recherches spéciales. Tu sais, je faisais de la géométrie, je faisais différentes choses. Puis ça m'a nui dans mes études. Explique. Parce que quand j'étais en classe, je pensais toujours à d'autres choses. Ah ah. Donc, j'étais d'une distraction proverbiale. Alors, tu n'es pas un premier de classe, Au primaire, oui. Au primaire, j'ai été premier de classe, oui. mais ça se gâche vite. Oui, ben, quand la photo qu'on a vue avant celle-là, ça, c'est sur la rue Saint-Joseph. Là, j'avais 12 ans. Et mon frère était allé dans un juvénat chez les frères Maristes. Juvénat, c'était éléments, c'était le cours classique qui commençait. Éléments, syntaxe, tout ça. Donc, il y avait un juvénat à Beauceville. Et mon frère était allé là l'année d'avant. Donc, moi, j'ai suivi. L'année d'après, je suis rentré à 12 ans, pensionnaire, à Beauceville. Est-ce que tu as aimé ça? Non. Donc, c'est pas des Non. beaux souvenirs. Ben, tu sais, t'es pensionnaire. À 12 ans, là, crème, tu t'ennuies de tes parents, tu t'ennuies de tes amis, puis tu étais bien chez toi, là. Si d'un coup, tu te ramasses en Beauce, quelque part, perdu, Oui, complètement. oui, là. oui, oui. Fait que ça, c'est la classe où j'étais, ça, c'est en syntaxe. Moi, j'étais en plein milieu, là. Oui. Puis, suite à ça, donc, là, ça, c'est notre primaire secondaire. Après ça, Ouais, c'est l'équivalent du primaire secondaire. Après ça, eux autres, les frères Maristes, il y avait deux juvénats. Il y en avait un à Beauceville, puis un au Lac-Saint-Jean, qui faisait éléments syntaxe. Après ça, ils prenaient les deux groupes et ils les réunissaient ensemble à Lévis. Il y avait une école à Lévis où on avait méthode versification, les 2 autres années du cours classique. OK. Fait que ça, c'était à Beauceville. Cette photo-là, c'était à Donc, tu as Beauceville. fait Beauceville, après ça, Lévis, si je Oui, comprends après ça, bien. Lévis. Puis là, par la suite, là, une fois que tu as fini les cours, le cours classique, Non, mais il n'est pas fini. Il y a juste 4 ans de fête, puis il y en a 8 années du cours classique. OK? Fait que là, normalement, après ça, là, j'ai été un grand sportif. Ça me surprendrait. Ça te surprendrait, hein? Ah, j'étais pas pire quand même. Puis ça, c'était à Lévis. Alors là, j'étais un petit peu plus vieux, vers 15 ans, 14-15 ans, là, autour de ça. Puis normalement, ceux qui voulaient continuer dans le processus de devenir religieux, le frère mariste, bien là, à ce moment-là, il y avait le noviciat qui était à Château-Richer. Donc là, tu n'es pas allé Là, là. je suis pas allé. Là, Qu'est-ce que tu as fait? là, ils ont dit, il n'est pas fait pour ça. Oui, c'est possible. Il n'est pas fait pour ça. Ça fait que... Donc là, tu as décidé de faire quoi? Tu es revenu à la maison chez tes parents? Ou... Non, là, moi, je voulais aller en art. Moi, c'est les arts, encore. Donc, tu as 15-16 ans, tu sais déjà que tu veux... Quand j'ai fini, j'avais 17 ans, je pense que j'ai sorti de là.
Puis là, non, ça ne marchait plus. Il fallait que je trouve une école. Donc, moi, j'ai voulu rentrer en art à ce moment-là. Oui. J'ai fait l'examen aux Beaux-Arts à Québec. OK. Et j'ai été accepté aux Beaux-Arts à Québec à ce moment-là. Quand même pas rentré aux Beaux-Arts à 17 ans. Ah, ben, c'est ça que le directeur avait dit à mes parents. Il était un peu jeune pour rentrer aux Beaux-Arts. Fait que là, on m'a trouvé un coin au séminaire à Chicoutimi. Donc là, j'ai continué mon cours classique au séminaire à Chicoutimi. Et j'ai continué à faire toutes sortes de choses, sauf mes études. Alors, de la musique, du théâtre, de l'art. Ça, c'est-tu à Chicoutimi? Oui, ça, c'est à Chicoutimi. Donc, tu jouais de la musique. Tu as dit tantôt que tu jouais pas de musique, Ben, mais... c'est des percussions. La là, percussion, c'est ça va. non, je n'étais pas... Les notes, moi, ça ne me dit rien. Ah ah! Donc, à ce moment-là, j'ai été dans l'orchestre qui accompagnait la chorale du séminaire. Après ça, j'avais un chansonnier au Lac-Saint-Jean. Alors, on était 3. On suivait le chansonnier, puis on allait jouer avec lui dans ça. On a fait toutes sortes de choses. Donc, je comprends bien, tu l'as fini ton cours classique. À Chicoutimi. Oui, je l'ai au fini de séminaire. peine et de misère. Oui. De peine et de misère, parce que ça ne m'intéressait pas, les études. J'aurais été bon là-dedans, c'est pour ça, mais je n'étais pas présent aux études. OK, mais là, raconte, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Bien là, comme j'étais musicien dans la chorale, on avait fait des concerts dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait ramassé de l'argent et on s'était payé un voyage en Europe, un mois de temps. Wow! Fait que là, on part à la mi-juillet, puis on revient à la mi-août, et là, il n'y a plus d'école. Qu'est-ce que je fais? Oui. Alors là, j'ai trouvé avec mes parents, on a cherché ça. On a trouvé à Québec une école en graphisme, décoration intérieure, c'est une école privée. Donc, pour mes parents, c'était relativement sécurisant parce que bon, s'il va en graphisme, éventuellement, il va pouvoir avoir un emploi, ça ne sera pas un... Oui, oui. Donc, tu avais vraiment en tête d'être un artiste, mais pour sécuriser tout le monde, tu t'en vas en graphisme. Oui, mais j'aimais ça. Ça a été 3 ans extraordinaires. Où là, tu réussissais bien. Là. Ah, ben là, j'étais dans mon domaine, là. D'ailleurs, il y a j'ai trois amis que j'avais à l'école là, et on se voit encore. Ah, on se fait des soupers encore ensemble. Puis est-ce que tu as travaillé après comme graphiste? Non. Non. Ben non. Donc, on fait une technique en graphisme, Ouais. si je comprends bien. Après ça, ça nous tente Ben, ça pas. finit en mai, là. Puis là, je me suis dit, je vais aller passer l'été à Baie-Saint-Paul. Moi, passer un bel été à Baie-Saint-Paul. Après ça, je reviendrai à Québec OK. pour essayer de trouver des emplois dans le graphisme, dans des maisons, dans des studios qui font du graphisme. Mhm. Puis, je m'intéressais à tout ce qui se passait, c'est sûr, les arts et tout ça. Ben oui. Puis, j'ai vu qu'au centre hospitalier, à ce moment-là, il y avait une espèce d'école qui s'appelait le CMPP, le Centre médico-psychopédagogique, qui avait été mis sur pied par Sœur Margaret Porter, OK. Sœur Je n'ai Marie. pas entendu parler. Oui. Puis, elle donnait des cours, elle avait tout comme une école. Il y avait du français, il y avait des mathématiques, il y avait différentes choses. Puis, il y avait, entre autres, des arts plastiques. Puis c'était présenté soit pour des enfants qui étaient dans le centre hospitalier ou qui étaient en foyer à l'extérieur. OK. Donc, ça réunissait ces élèves-là. Mais là, tu n'as pas été étudié là. Non. C'est-à-dire qu'ils faisaient une exposition au mois de juin des travaux des élèves. Et là, j'ai dit, ça m'intéresse, je vais aller voir ce qu'ils font. Puis là, je jase avec le prof, puis il dit, ben là, il dit, moi, là, il dit, je pars. Il dit, moi, je laisse parce qu'il dit, si ça t'intéresse, le poste, il dit, tu peux faire application. Tu es en train de dire que tu as une technique en graphisme puis tu deviens professeur d'art plastique. Oui. Ah, comme ça, le destin à Baie-Saint-Paul a décidé que c'était ça. Je suis resté avec mes racines dans le Saint-Paul. Puis tu étais là combien d'années? 4 ans. Puis c'est là que tu as décidé toi-même, en tant qu'autodidacte, finalement, si je comprends bien, de te mettre à créer toi aussi. Non. 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 À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas évident de travailler avec ces enfants-là. C'est extraordinaire, par exemple, parce que tu as des résultats, ils réagissent. Hein. Oui. Ils ne se cachent pas. Quand ils ont quelque chose à te dire, quand ils ont quelque chose à faire, c'est direct. Alors, je me suis dit, je ne peux pas être aussi créatif durant toute ma vie avec ces enfants-là. À un moment donné, je vais venir épuiser, je ne serai plus capable de faire ça, puis je vais faire du mauvais travail. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, ça y est,
je quitte mon emploi et je m'inscris au baccalauréat en arts à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ah, donc, après une pause de 4 ans sur le marché du travail, là, tu décides Là, je décide, c'est moi qui décide. d'écouter tes vrais Enfin, rêves à c'est moi toi. qui décide que je vais faire mon bac en arts. Ah, c'est génial. Est-ce que tu l'as terminé, ton Ah ben bac? oui. Alors, Ça a été des années complètement folles, là. On a tellement eu de plaisir, là. D'abord, c'était la première année qu'il y avait des arts visuels à Chicoutimi. Donc, OK. on était dans un tout petit groupe avec 2 professeurs plus des chargés de cours, différentes matières. On avait l'atelier ouvert le jour, la nuit, quand on voulait y aller. On avait des matériaux. Puis on avait un petit groupe, là, qu'on s'entendait bien, puis on a eu toutes sortes de choses à faire ensemble. On a fait des projets. On a mis un étudiant sur le conseil d'université. On a fait vraiment donc, on a une dynamisé. formation qui valait la Ouais. peine. Puis à chaque semaine, il y a un étudiant qui manquait ses cours pour faire le souper, parce qu'on allait tous souper ensemble, une fois par semaine. Tu vois. Puis là, on discutait là, avec notre responsable, qui était prof, le principal prof là, à Du suivi de la l'université. formation. Il venait souper avec nous autres. Là, on discutait de toutes sortes de choses, comment avancer, comment faire ci, comment faire ça. C'était vraiment très, très, très dynamique. Alors là, on va prendre une petite pause, Jacques. On va aller voir une rétrospective de tes œuvres, puis on revient après pour en discuter. Oui, Jacques, c'est toute une rétrospective, ça. Dans le fond, on a vu pas mal toutes les étapes. Oui, Là. ça fait le tour d'à peu près jusqu'à aujourd'hui, là, presque jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc là, on était rendu à Chicoutimi. Tu finis... Non. Oui, j'ai fait mes 3 années de bac à Chicoutimi. Oui. Puis, c'est là que j'ai découvert la sérigraphie. Oui. Parce que dans notre secteur, admettons, tu dis, je vais faire mon bac en peinture ou en sculpture, tout ça, mais il fallait prendre 2 cours en dehors de notre spécialisation. Ben, c'est sûr, il y avait un cours en photo, ça m'intéressait toujours. Alors, j'ai pris une session photo, puis sérigraphie, je ne connaissais pas. Ça, là, c'est vraiment un système de gravure, hein? Non, c'est le système d'estampe, là, D'estampe, mais oui. par impression, c'est le principe du pochoir, hein, à la base. Mais ça se complique, là, Oui, oui, oui. par la suite, là, mais c'est ça. Alors ça, c'est les premières sérigraphies que j'ai faites ici à Baie-Saint-Paul, après être sorti. Donc, Inspiré souvent- du paysage. Oui, là. il y avait toujours, comme dans les tableaux, on va le voir plus loin, comme dans les tableaux, il y a toujours le paysage, la géométrie, c'est-à-dire la figuration, la géométrie et un peu différents objets ou différentes choses qui interviennent à l'intérieur de l'œuvre. La plupart du temps symbolique. Là, on va vite, là, parce que... Oui, bien, on n'est pas obligé, nous, d'en parler Ben, aussi. c'est ça. Là, à ce moment-là, quand je suis revenu, ben, je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je veux dire, est-ce que je me pars... Ouais, devenir artiste, là, ça, c'est pas... Il n'y a pas un dictionnaire pour ça, puis, tu sais, j'avais pas de démarche artistique comme telle. Non, mais tu avais déjà un style. Oui, j'avais déjà un style, mais j'avais pas de démarche artistique comme telle, puis je me suis dit, mais en revenant dans mon milieu,
je trouvais ça important que le paysage soit là. Parce que c'est une présence qu'on ne peut pas rater dans Charlevoix, le paysage. Dis-moi, au niveau de la figuration, le paysage, j'aimerais ça. Mais la géométrie, les formes et tout ça, dépasser le cadre et tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des œuvres dans ce style-là. Bon, avec géométrie, figuration et beaucoup d'interventions différentes à travers l'œuvre. C'est ça. Donc, à partir de ça, on pourrait dire la première manifestation que j'ai eue, comme quoi les gens s'intéressaient à ce que je faisais, c'est que j'ai été invité pour faire le premier symposium. Ah, pour vrai, Oui, le premier symposium dont tout le monde parle encore. En 82, Mme Lavie avait organisé le symposium avec 4 grands peintres. Bruno Côté, Vladimir Auric, Jérôme Metta, qu'est-ce qu'il y avait... quel autre il y avait après? En tout cas, bon, c'est pas grave. Puis Bruno Côté, il dit, ce serait intéressant, il dit, nous autres, on est connus, tout ça, il dit, ça serait intéressant de mettre des jeunes artistes. C'est pour ça que Mme Lavie avait demandé à Bertrand Tremblay, à Rémi Clark, à moi, à Guy Paquette. Louis Tremblay, je pense. Louis Tremblay faisait partie des vieux. Il était connu, puis ça allait bien. Ça fait on était 4 et 4, donc c'était 8 au carré, le 82. Donc c'est là que j'ai fait peut-être mes premières œuvres un peu publiques. Puis à partir de ça, ben, je me suis dit, bon, ben, si ma démarche ou si mon intérêt pour l'art peut être reconnu, bien, comment je m'organise maintenant? Je vais commencer à faire de la peinture, mais je n'avais pas de notion de peinture. OK. J'ai pris mes notions de sérigraphie, qui sont des empilages de couleurs et tout ça, et j'ai adapté la sérigraphie à la peinture. Donc, avec mes pinceaux, je faisais des surfaces, je rajoutais des ombres, je rajoutais des lumières. Donc, j'allais tout par addition comme ça, avec les tableaux. Puis là, ça m'a permis que je commençais à ça. Puis là, je disais, à ce moment-là, je travaillais un peu au ce qui est devenu le Carrefour culturel. Puis là, des fois, j'allais voir madame, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ça a de l'allure, tu sais, ce que je fais, etc. Puis là, tranquillement, ça s'est raffiné. Puis là, j'en suis devenu vraiment à faire des tableaux avec des formes, un peu comme les sérigraphies. Toujours puis des matériaux différents ouais. qui jouaient là-dedans. À ce moment-là, je pouvais ajouter autant du métal, du bois, du plexi, différentes choses. Mais c'est vraiment par la sérigraphie, je pense, qu'on t'a reconnu, là. Oui, puis comme je suis reconnu aussi beaucoup au Québec et ailleurs, bien, c'est par la sérigraphie. Alors, ça m'a permis, vu que c'est une estampe, donc c'est une technique d'estampe, dont on réalise ce qu'on appelle un tirage. Donc, au lieu d'en avoir juste une, bien, on peut réaliser en faire 5, ou en faire 8, ou en faire 10. Donc, ça permet justement de diversifier les points de chute pour les œuvres. Alors, je pouvais en avoir, mettons, dans une galerie, je pouvais en avoir dans une exposition, puis la même pouvait, le même motif pouvait... c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, de travailler beaucoup à l'étranger, à l'international. Ouais. OK. Puis là, les autres techniques, elles, sont arrivées comment, là? Bon, bien, si on revient pour les tableaux, là, c'est ça, j'ai commencé à faire des tableaux, mais avec de plus en plus d'objets, de plus en plus de découpes. Alors, c'est ça qui a fait que c'est devenu comme mon style. C'est là-dedans que j'aimais travailler. Prendre une thématique, joindre le paysage à cette thématique-là, joindre les formes à cette thématique-là, et aussi les matériaux. Comme par exemple, j'ai fait un tableau que moi, j'étais content que le printemps arrive, puis j'ai fait un tableau avec, c'est dans le bout de Saint-Hilarion, avec des champs de marguerites, que j'ai appelé les fleurs du bien. Donc, ça me faisait du bien de voir arriver le printemps. Donc, à ce moment-là, puis dans le tableau, j'ai intégré des petits tubes en plexi, là, dans lesquels on met les fleurs là, pour mettre de l'eau. Là. Ben, il y avait toutes ces choses-là qui allaient autour pour conserver le printemps. Donc, les objets, le paysage, les formes géométriques et tout correspondent à la thématique de l'œuvre. C'est comme tantôt, on a vu des œuvres qui sont des sérigraphies de toi, mais qui avaient comme de la calligraphie arabe. Oui. Ça, c'est une série qui a été importante, là, oui, je crois. Très, très importante pour moi. Ça a été, je pense, 85, quelque chose du même, 87. Je suis du genre, je ne suis pas bon dans les dates, là. Je ne suis pas bon dans les noms non plus. C'est pas grave.
Fait que, Donc, oui, raconte pourquoi, pourquoi? Ben, c'est pourquoi la parce que calligraphie arabe? au symposium, le symposium avait invité Njat Madawi, qui est un calligraphe tunisien, OK. qui fait des tableaux absolument extraordinaires. Et puis, Mme Labbé m'avait montré, il y avait un livre sur son travail. Là, j'avais trouvé ça tellement beau, là. Puis, j'ai dit, ah, j'aimerais ça le rencontrer, tu sais, à un moment donné. Fait qu'elle dit, on verra. Puis, quand il est arrivé, lui, quand il va dans des manifestations comme ça, il aime travailler avec d'autres artistes, échanger des techniques, échanger des idées, échanger Puis tout il t'a ça. choisi? Puis, Mme Labbé a dit, je peux vous présenter des artistes? Il dit, non, non, non. Il dit, je vais faire le tour partout, des galeries, tout ça, puis il dit, je vais vous revenir avec ça. Fait qu'il est revenu au centre culturel à ce moment-là, puis il dit, je veux rencontrer cet artiste-là. Ça, c'était C'est ouais. fou le Bon. résultat que ça donne. Donc, Alors, ça, c'est des duos, là. C'est Alors, fait à ouais. deux, là. On a réalisé une sérigraphie durant le mois du symposium. Alors, moi, j'avais fait le dessin de base. J'avais choisi un motif, un paysage. Puis, je commençais à travailler. Alors, j'imprimais une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Après ça, je retournais au symposium. Puis, je disais, regarde, on est rendu là, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu veux mettre quelque chose là, etc. Donc, l'œuvre se faisait à 2 tout le temps comme ça, en ajoutant. Puis, ça l'a intéressé beaucoup, il a aimé ça, parce il fait réaliser en Italie quelques-unes de ses calligraphies en sérigraphie. Il connaît la technique. Il a dit, il faudrait continuer ensemble. Durant l'année qui a suivi, on s'est téléphoné, on s'est écrit. Puis là, on s'est dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis lui, il s'est dit, tu ne connais pas la Tunisie, donc ça serait important que tu connaisses la Tunisie. Ça fait que... Ah, donc vous avez été en Tunisie. Fait que j'ai réussi à avoir 2 petites subventions. Après ça, j'ai emprunté de l'argent. Après ça, je suis allé passer un mois en Tunisie. Donc, vos œuvres, est-ce qu'elles ont été exposées là-bas aussi? Aussi, mais quand j'ai fait la Tunisie, j'ai été un mois là. Alors là, je me suis documenté très, très largement. Alors, j'ai fait des recherches sur les bijoux, sur les tapis, sur tout ce qui existe de calligraphie, de mosquées, Dieu sait quoi, là, qui avait tous les motifs. Je suis revenu avec je ne sais pas combien de dessins et à peu près 300 diapositives. Est-ce que c'était la première fois que votre art voyageait à l'extérieur du pays? Je pense bien, parce que je commençais là, à ce moment-là. Fait que quand je suis revenu ici, j'ai réalisé des grands dessins pour 12 autres sérigraphies. Et je lui ai soumis ça. Et lui, il a dit oui. Et quand il est revenu ici par la suite, 1 an ou 2 ans après, parce que ça a pris quasiment 1 an faire ça, là, on a regardé les motifs définitifs à la plume, là, tout était bien structuré, et on a mis des acétates par-dessus. Et lui, il a réalisé des calligraphies dans les espaces que je lui avais réservés. J'avais, mettons, un espace, ça serait bien que tu fasses quelque chose dans ce coin-là. Alors lui, il a fait toutes les calligraphies sur acétate. À ce moment-là, j'avais et les dessins, et les photos, et tout ce qu'il me fallait avec les calligraphies pour réaliser les sérigraphies. Alors, ça a pris 1 an complet pour réaliser les 12 sérigraphies. Donc, vous avez travaillé avec lui 1 an? Non, lui, il est reparti pour chez lui. Quand on a eu décidé c'était quoi, on a continué à correspondre quand même, puis à s'envoyer des photos. Ça a-tu duré plus longtemps que ça, votre collaboration? Ben là, après, ça a duré 1 an là, pour Après ça, on s'est revus. On a fait une exposition de ses travaux, de mes travaux et des 13 sérigraphies à la bibliothèque Gabriel Leroy, dans le cadre de l'exposition Tunisie, terre de rencontre, qui était présentée au Musée de la Civilisation à ce moment-là. Ah, c'est une bonne Donc, idée. on a été vous avez jumelés. Donc, l'ambassadeur est venu, etc., etc. Donc, c'était très chic. Donc, ça, c'était un des moments importants là, de Oui. votre carrière. Après ça, moi, j'ai gardé la moitié de la production. Lui, il est parti avec l'autre moitié de la production. On a tiré à 40 exemplaires chaque. Donc, lui, il partait avec 20. Moi, je gardais les 20 autres. Et lui, je sais que ça a circulé beaucoup. J'ai une amie qui est allée travailler en Tunisie. Elle a dit, ah oui, je suis allée dans une cérémonie. Puis elle a dit, il remettait une de tes sérigraphies à une personne importante. Là. Je sais qu'elle est allée en Allemagne. Lui, il s'est occupé de faire la tournée. Puis là, la suite de ta carrière après ça, là.
Bien, Qu'est-ce qui après se ça, là, passe? je me suis occupé plus de moi-même. Oui. Donc, là, tu t'es mis à faire des expositions un peu partout. De quelle façon? Bien, il y a deux façons principales. La sérigraphie, ça voyage bien. Tu Tu mets ça sais, dans un tube. tu mets ça dans un tube, tu veux l'envoyer, ça ne coûte pas cher. Les tableaux, c'est autre chose. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler un petit peu avec des galeries, mais une galerie, entre autres, avec qui j'ai travaillé à Montréal, qui m'a fait un excellent travail. On a vu passer tantôt là, les tableaux dans un édifice. Là. Oui. Alors, c'est eux autres, ils me trouvaient des contrats comme ça. OK, Ouais. OK. Ils trouvaient des contrats dans Oui. ce sens-là. Ouais, C'est de ça, toute ce qu'on voit beauté. là. Alors, c'est des grands tableaux et il fallait que c'est 15 pieds par 8 chacun. OK. Et il fallait que, fallait que ces tableaux-là soient tous démontés, que je puisse les transférer à Montréal et aller les accrocher. Ah, ah. Et en même temps, faire tout un cahier pour que s'ils veulent les décrocher, ils soient capables de les décrocher, parce que c'est pas évident. Il y avait des vis qui étaient cachées par des boules de cuivre. Et tout l'accrochage ne paraissait pas du tout. Oui, oui. Fait qu'il fallait que je leur montre comment démonter tout ça et enlever les vis et Ah, tout faire ah. ça. Donc, on a passé presque une nuit à deux à monter ça dans l'édifice et tout ça. Tantôt, dans l'intro, j'ai dit que tu avais exposé aux États-Unis, en Asie, en Europe. Comment tu as fait pour te rendre aussi loin, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu des invitations, tu as participé à des concours. Comment ça a Oui. marché? Ça marche par concours parce que en estampe, il y a beaucoup d'expositions d'estampes dans le monde. Entre autres, il y a beaucoup ce qu'on appelle des biennales, c'est-à-dire des expositions qui sont à 2 ans. tous les 2 ans. Alors, ça prend 1 an pour l'organiser et la faire, après ça, renvoyer les œuvres aux artistes et tout ça. Donc, ça, c'est extraordinaire parce qu'on peut avoir de nos œuvres qui sont dans des expositions un peu partout dans le monde. Puis ça, c'est génial parce que quand on reçoit un catalogue d'expositions comme ça, où notre œuvre est Ah ouais. insérée à l'intérieur, et si j'ai regardé avant-hier par curiosité, et je me suis aperçu que cette exposition-là à Taïwan, il y avait eu presque 3500 œuvres qui avaient été présentées, et ils en ont choisi 500. Ça veut dire que quand ton œuvre est choisie, puis elle est dans le catalogue, ça fait un petit jour. Oui, hein? je Ça fait- comprends, je comprends. Alors, j'ai eu 24 expositions comme ça dans le monde, autant en Irlande qu'en Asie, qu'aux États-Unis, qu'en Italie, qu'en Allemagne, et tout ça, ça a fait un peu Est-ce partout que comme tu ça. dirais que tu as eu une plus grosse carrière que ce que nous, on sait, les Baie-Saint-Paulois? Ah oui, oui, les gens, ils regardent mon... Mais ils disent, tu sais, les gens regardent mon CV, puis ils disent, non, c'est bien long. Ben, j'ai dit, c'est... Puis j'ai enlevé là, tout ce qui était ordinaire. Là. Comme par exemple, si je dis, ben, j'ai fait une exposition avec le club photo, par exemple. Mais ça, Ouais, je ne peux ben pas là, on mettre ça les met dans mon pas. CV. C'est intéressant, là, mais ça ne fait pas partie de ma démarche artistique et tout ça, malgré que les gens disent qu'ils reconnaissent mes photos Tout dans à les fait. expositions. Tiens, Jacques, on va reprendre une petite pause, Ouais. puis on revient dans 2 minutes pour la suite. Alors là, Jacques, on était rendu dans le fond que la sérigraphie, ça a duré un bon bout de temps. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est Ben, là, développé? j'ai mélangé beaucoup sérigraphie-tableau. Oui. Tu sais, parce que j'avais cette galerie-là à Montréal qui travaillait très bien, mais ils ont dû fermer. Puis quand j'ai travaillé avec d'autres galeries, j'ai pas aimé ça parce que mes tableaux, ils sont tous découpés, c'est pas des rectangles, là, puis c'est difficile à mettre avec les autres tableaux dans un salon C'est ou vrai. je sais quoi. Ça fait que quand j'ai eu des téléphones, comme les gens disent, bien là, la madame, elle voudrait acheter le tableau, mais est-ce que vous pouvez changer la couleur de la petite boule verte? Là, j'ai dit non, c'est fini, fini, fini. J'ai tout arrêté avec les galeries. Puis là, je me suis embarqué plus sérigraphie. Mais je cherchais un moyen peut-être de faire des produits qui pourraient aller sur le marché, tu sais, comme des boîtes avec des cartes, avec des photos, avec des choses dedans. Puis à ce moment-là, avec la Corpo des métiers d'art, moi, j'avais organisé une formation en ce qu'on appelle les reliures, là, tout ça. Mais à partir de ça, j'ai commencé à faire des boîtes, puis ça m'a intéressé. J'ai une amie qui fait de la peinture, puis qui avait une exposition à Eastman.
Puis elle dit, mes tableaux, c'est de l'art naïf qu'elle fait. Elle dit, mes tableaux, elle dit, je peux pas me mettre ça tout seul de même. Elle dit, tu me ferais-tu une petite boîte, elle dit, pour mettre un tableau, puis une petite boîte pour mettre un autre tableau. Puis j'ai dit, bon, on peut essayer ça. Puis elle a travaillé sur les correspondances des grands écrivains. Ça fait qu'à un moment donné, elle m'amène le livre de, je ne m'en souviens plus c'était quoi, c'était les correspondances de Victor Hugo, je pense. Puis elle dit, j'ai dit, OK, passe-moi le livre, je vais le lire, puis je vais faire un boîtier pour mettre ton livre. Fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est prêt, viens voir. Fait que là, elle était toute surprise, elle a dit, mais c'est bien trop beau pour mes petits tableaux. J'ai dit, moi, c'est ça. J'ai du plaisir à faire ça. Si tu me demandes d'autres choses, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, moi, je veux avoir de la liberté de faire ça. Puis ça. Donc, on en a fait 26 ensemble. Puis c'est comme ça Donc là, on parle de ça. Là. Oui, on c'est parle comme ça vraiment que de boîtiers. c'est comme ça que la folie des boîtiers a commencé. Puis là, je me suis dit, ça m'intéresse de travailler avec d'autres. Comme ça, c'est un livre fait avec Hamelin sur les événements d'octobre, par exemple. Le livre est à l'intérieur et tout ça, et tous les éléments parlent de ce qu'il y a dans le livre. Oui. Puis actuellement, je ne sais pas si à l'écran on peut le voir un peu, mais il y en a un boîtier ici qui est fait à partir d'un texte de Gabriel Lalonde, qui est un écrivain et un artiste en art visuel de Québec. Et le coffret est fait à partir d'un de ses livres. Oui. Et on voit bien que le livre est à l'intérieur du boîtier. Wow! Ce sont toutes des boîtes qui contiennent des éléments comme ça, assez souvent des livres. Alors, quand je fais une exposition, je contacte des écrivains, puis après ça, je prends les livres, puis après ça, je fais des boîtiers avec ça. Bien là, si je me souviens bien, la dernière exposition que tu as faite au Carrefour culturel, c'était pas des livres qu'il y avait dedans, c'était des cendres. Oui, ça, c'en est une là, de ce que j'ai appelé, comment ça s'appelait donc? L'ère du lavabo, ça s'appelait. Oui, c'était un jeu de mots, mais je me souviens plus. C'est un jeu de mots plus. sur le chant du cygne. Ah, le chant du cygne. Oui, je me suis dit, c'est peut-être la dernière expo que je fais. En tout cas, j'avais encore quelques tableaux et œuvres chez moi. Et j'ai pris ces œuvres-là, je les ai brûlées. Et j'ai pris les cendres et j'ai fait, avec chaque tableau, j'ai fait un boîtier qui contient les cendres du tableau, qui contient une photo du tableau et que le boîtier est inspiré du tableau. Donc, il y en a eu, je pense, une douzaine, de fait, 10 à peu près. C'est magnifique. Ouais. Mais comme là, celle-là, elle est de toute beauté. C'est ce que j'aime faire actuellement. Alors, présentement, ça, c'est ça que j'ai dit tantôt que ça s'appelle du cartonnage? Oui, ça fait partie du cartonnage parce que normalement, c'est tous les travaux qui sont faits à partir de carton et de papier. Donc, ça peut être simple comme ça peut être très compliqué. Mais là, il n'y a pas juste du carton, là. Il y a du métal là-dessus, il y a du bois là-dessus. C'est ça. Alors, moi, c'est comme les tableaux. Comme ça, c'est à partir d'un texte qui parlait de rouille. Donc, là, il y a des éléments de rouille que j'ai ramassés sur le bord. Les gens me regardent ramasser des bouts de rouille sur le bord de la route, puis ils pensent que je suis écologiste. Bien, un peu quand même, c'est donner une deuxième vie. Je recycle les matériaux comme ça. Puis, est-ce que... C'est où qu'on peut les trouver, tes boîtes? Chez moi, il m'en reste quelques-uns. On en voit un sur l'écran actuellement, où on voit la petite bouteille où il y a les cendres. Et le livre qui est dans le boîtier. Et là, il y a, dans ce boîtier-là, il y a le livre avec la photo des photos que j'ai prises en Tunisie et avec des textes de poètes tunisiens. Et ce qu'il y a dans la boîte de cendres, la bouteille de cendres, c'est un exemplaire de chacune des 13 sérigraphies qui est dans la petite bouteille. Pour vrai, t'es as brûlé. Puis quand c'est fermé, c'est comme ça. Puis ça rappelle les dômes et tout ce qui est, et le bleu de la Tunisie, qui est un bleu qui protège. C'est pour ça qu'ils peinturent les portes et les fenêtres. Ça empêche les mauvais esprits de rentrer dans les maisons, ce bleu-là. Il y a des villages qui sont complètement, un peu comme en Grèce, blanc et bleu. Donc, une œuvre de Jacques Hudon, il faut presque avoir Jacques Hudon pour nous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. Ouais. Là. Mais maintenant, ça m'arrive des fois ça m'arrive quand même de faire des expositions. Je fais un cahier d'explication. Ah, ben oui. J'explique aux gens, tu sais. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un vernissage, les gens disent tu vas te faire une tournée, là? Alors, je pars, je fais la tournée, j'explique tout, ça prend des heures. Est-ce que tu es en train de travailler sur une expo présentement? Non. Pas pour le moment. Je suis en train de faire du ménage dans la maison, remettre la maison à l'ordre, puis éventuellement, j'ai des projets.
Tu as travaillé aussi longtemps au musée là, de Charlevoix. Oui, c'est ça. J'ai eu un temps partiel au musée de Charlevoix depuis 16 ans quand même. Ça m'a permis d'être autonome. Ça m'a permis, ce petit salaire-là, payer mes factures, payer toutes mes affaires. Donc, quand je rentre à l'atelier pour faire une œuvre, je ne pense même pas à la vendre. Oui, tu n'avais pas besoin de Je la fais pour moi. Et si c'est avec quelqu'un, je travaille avec la personne. Puis... Mais j'ai l'impression que tu as toujours travaillé de cette façon-là, oui. là, en te laissant vraiment de la liberté, que ce soit ton expression. Oui. Parce que je me rappelle des expositions où... ça coûte cher, des expositions, là, monter des expositions à l'extérieur, là. On en a même eu avec Francine Saint-Aubin et Gérard Thériault, on a même eu qui a circulé en France une exposition. Donc, à ce moment-là, j'avais commencé sur les courtes pointes, les collages avec la courte pointe. Ça, c'est mon exposition à Val-d'Or. Tu as fait la courte pointe aussi, c'est complètement fou. Puis, donc, tu as travaillé aussi le textile? Non, c'est plus en photo. OK. Ou en découpant mes sérigraphies, ça, c'en est une qui était là en France. En découpant mes sérigraphies qui avaient des défauts. Ah! Fait que tu alors, je recycle mes vieilles œuvres qui ont des défauts que je ne peux pas mettre en marché. Mais là, par contre... Ça, c'est le dernier. Ah oui? C'est une exposition qui a eu lieu il y a 4 ans ici à la Maison Mère, au musée, là, avec le musée, avec Jeanne d'Arc et Marie-Renée, qui traitaient des vêtements sacerdotaux. Oui. Donc, on m'avait demandé de faire des œuvres en relation avec les titres franciscaines. Donc, j'ai pris des photos dans la chapelle. Et ces photos-là, c'est ce qui est derrière. Oui. Et en avant, c'est inspiré de ces petites images que les religieuses faisaient avec une petite broderie autour. Alors, j'ai pris l'idée de la broderie et j'ai mis des plaques de plexiglas par-dessus les photographies avec de la ficelle. Ben, je me suis dit, je ne prendrais pas des fils d'or ou tout ça. Non, les religieuses étaient simples, étaient proches du monde. Il y en a qui sont faites avec des petites cordelettes blanches et brunes, comme les religieuses qui avaient le costume brun. Alors, il y a toujours une symbolique. Une symbolique qui rentre dans les œuvres. Ah oui. Là, donc, je me fais tellement plaisir. Donc là, on va quitter les arts. Je m'en viens sur le personnage. Oui. Je vais te faire une petite rafale. Dis-moi par oui ou non si ça te ressemble. Est-ce que Jacques Hudon, c'est un romantique? Je pense, dans le sens de romantique, non, je ne penserais pas. Je suis rêveur, oui. Je suis rêveur, mais je ne suis pas nécessairement romantique. T'sais. Je ne m'embarque pas dans des choses comme on voit le romantisme avec des anges ou avec différentes choses comme le romantisme allemand qui est très, très lourd et tout ça. Non, ce n'est pas une de mes façons de procéder. Je suis plus, je suis pas nostalgique non plus, mais je cherchais le mot, là. Je suis paresseux. Ah. Ouais. Je vois pas vraiment le lien, mais c'est pas grave. Les gens me disent, t'as donc bien de la patience de faire tout ça, tout petit, tout petit, tout petit. Non, je fais ça tranquillement, puis quand ça me le dit. Est-ce que tu es un joueur de tours? Non, j'aime bien jouer sur les mots, mais pas sur les tours. Est-ce que tu es un bon conteur? Un conteur, je ne penserais pas. Je ne retiens pas les histoires de toute façon, mais pour faire des présentations, par exemple. Comme par exemple, quand j'ai fait des conférences sur l'estampe. Là, les gens ils disent, t'as de l'air passionné, puis on a tout compris, puis c'est intéressant, puis tout ça. Ouais, j'arrive même avec des exemples que les gens disaient, je pensais pas que c'était ça. Plus un enseignant qu'un conteur, si je comprends bien. Oui, je suis plus pédagogue. Est-ce que tu es un rêveur? Oui. Un rassembleur? J'aime bien faire des projets, oui, qui rassemblent. Moi, personnellement, j'aime travailler avec les autres. Puis je choisis mes personnes parce que je choisis des personnes dont j'ai la certitude que ces personnes-là vont embarquer dans le jeu. Oui. Tu sais, c'est pas des personnes qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu tout le temps, puis dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le temps des selfies, là, moi, c'est fini. Est-ce que tu es un homme ordonné? Ah, mon Dieu, non. Non. Et non. Est-ce que Pour des projets, oui. Oui. Quand j'ai mes choses, alors, mes projets, quand j'ai envoyé mes caisses de boîtiers à Winnipeg là, pour l'exposition, il fallait qu'il y ait
toutes des cahiers, comment ouvrir la boîte, comment sortir les œuvres, comment les aménager et comment les remettre dans les boîtes après ça. Je te demanderai pas si tu es un perfectionniste, clairement. Hein? Ah, dans mon métier, oui. Est-ce que tu es croyant? Religieusement, non. Je crois à certaines choses. J'ai essayé d'autres religions. Puis je me suis dit, dans chaque religion, il y a du bon. Oui. Par contre, dans chaque religion aussi, il y a des choses qu'à un moment donné qui ne te conviennent pas. Alors moi, je vais piger un peu comme ça. Comme dans le bouddhisme, par exemple, il y a le principe des Shofuni, qui est ce que l'humain fait à la nature, la nature lui renvoie ça. Ça, je trouve que c'est un principe qu'on n'a pas dans certaines religions, puis ça devrait exister. Alors, c'est des choses comme ça. C'est quoi le moment le plus marquant de la carrière ou de la vie de Jacques Hudon? Oh, ça, c'est difficile. Je pense que c'est à chaque fois que j'ai eu une reconnaissance. Ça, là, pour moi, là, c'est comme inespéré. Moi, je fais mes œuvres jusqu'à temps que je les aime, puis je pense pas aux autres s'ils vont les aimer. Mais quand quelqu'un arrive, puis, tu sais, comme j'ai participé à la Biennale Miniaré à Montréal, j'ai remporté le premier prix de la Biennale. Puis quand la madame m'a téléphoné pour dire, bien là, vous avez remporté le premier prix, mais il ne faut pas que vous le disiez. On vous le dit maintenant pour être capable de faire la publicité, puis les affiches, puis tout ça, pour que vous puissiez venir au vernissage pour recevoir votre prix et tout ça. Puis là, j'ai dit, si vous voulez faire quelque chose, là, j'ai dit, appelez-moi demain pour me confirmer ça, parce que je ne vous crois pas. Ah! Donc, ça fait tellement de bien. Là, est-ce que ça serait ta plus grande fierté? Ça, quand on reçoit des gens te disent, j'ai reçu un téléphone d'un monsieur dernièrement qui avait un de mes tableaux qu'il avait acheté en 95, puis qui avait un petit bris dessus, et qui voulait savoir comment on pouvait le réparer. Et qui dit, je l'ai eu dans mon bureau durant 20 ans, c'est un avocat, puis il dit, là, j'ai pris ma retraite, puis il dit, il est chez nous, puis il dit, je l'aime tellement. Je veux qu'il soit Alors, tu sais, des choses comme ça, que quelqu'un t'arrive. Parce que quand on vend par les galeries et tout ça, on ne sait pas où vont nos œuvres. C'est vrai. Et puis, est-ce que tu as encore un rêve, quelque chose que tu aimerais accomplir, là? Le rêve, je le vis tout le temps. Ah oui? Parce qu'à chaque fois que je rentre dans mon atelier ou que je dessine ou ça, puis je dis, je suis capable de faire ça aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire ça et je le fais. Et j'espère le faire, que ça ne s'arrêtera pas. J'ai donné des conférences à Polyvalente pour leur dire le métier d'artiste. Je dis, le métier d'artiste, il n'y a pas de retraite. Non. Ça n'existe pas la retraite pour un artiste. On travaille le plus possible. Il y a des artistes, moi aussi, Cézanne, je pense, qui était plus capable de travailler, qui faisait qu'il y a une personne qui attachait des ciseaux à sa main pour être capable de découper jusqu'à sa mort. Pierre Soulages, qui vient de faire une exposition au Louvre actuellement et qui a 99 ans. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si c'était à recommencer? Là? Non. Non? C'est sûr que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses, des coches mal taillées, mais ça, c'est moi. Oui. Je le regrette pas parce que je me dis, à ce moment-là, le regret, c'est que tu as fait quelque chose. Le regret, moi, je trouve pas ça bien. Je trouve que tu regrettes ça. OK, agis maintenant pour plus que ça revienne, ça. Fais attention à ça, fais attention à ça. Puis, personnellement, là, est-ce que tu en voulais des enfants? C'est-tu un regret? Est-ce que tu aurais aimé te marier? Est-ce que ta vie t'a donné émotivement? Qu'est-ce que tu espérais quand tu étais jeune? C'est la vie qui décide. Hein. Tu fais toujours des rêves. Je vais avoir une famille et tout ça. Moi, j'ai eu 2 conjointes. Puis les gens me disent, ah, t'es bon avec les enfants, t'aurais dû en avoir. Je dis non. Aujourd'hui, je me rends compte que là, mon mental, comme on disait dans le hockey, mon mental dit que là, je serais prêt à avoir des enfants. C'est trop tard. Mais ma deuxième conjointe en avait 4, ce qui veut dire que je m'occupais beaucoup des enfants. Puis je suis en contact encore avec eux autres. Il y en a un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps qui dit « Ah, je parlais de ça à ma femme quand tu avais nos discussions avec nous autres. » C'était de 5 ans à 14 ans. Là. Donc, t'es élevé. Donc, t'en as presque une.
Alors, je m'occupe des enfants des autres. Là, j'ai une petite nièce là, qui est au Vietnam, là, puis que, quand elle vient, là, je m'en occupe le plus possible. Puis, Là, pour conclure tout ça, ma dernière question. Est-ce que la vie t'a donné une leçon? Quelle leçon tu nous donnerais que la vie t'a appris? moi, personnellement, c'est de faire confiance à la vie. À chaque fois, je suis chanceux, je suis vraiment chanceux, puis je le dis. La vie était bonne pour moi, malgré qu'il y a eu des hauts puis des bas, malgré qu'à un moment donné, j'ai été obligé de vendre mon auto pour continuer à produire. C'est pas grave. Je suis encore capable de produire ce que je veux. Puis, avoir confiance, puis à chaque fois que j'ai fini un projet, quand j'ai une exposition, c'est un projet. Alors, je commence avec une thématique, puis là, c'est tout du nouveau. Puis à chaque fois que j'ai fini un projet, j'étais comme devant un précipice. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire après? Il y a toujours quelque chose qui s'est présenté. Donc, faire Tout le confiance temps, à la tout le vie, temps, assez tout le remplir temps. le vide, c'est ça? Bien, merci beaucoup, Jacques. C'est un plaisir. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir aujourd'hui.